Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi, et nous allons parler du Japon. Le marché japonais a été plutôt pimpant ces derniers mois puisqu'il a signé une progression de 40% sur 12 mois. Avant de retrouver Vincent, rappel rituel, nous sommes une chaîne indépendante. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous, partagez les émissions, commentez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Par ailleurs, pour obtenir des contenus exclusifs, des analyses, des idées d'investissement et assister à des lives avec des experts du monde financier, eh bien c'est très simple. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran ou celui qui se trouve sous la description dans la vidéo. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors je disais, le marché action japonais a signé une hausse assez fulgurante sur un an. La question est de savoir si ça vaut encore le coup de monter dans le train. Alors déjà, expliquons un petit peu pourquoi cette hausse spectaculaire du marché action japonais. Absolument, donc c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Bon, le Japon est sorti de 30 ans d'hibernation, en quelque sorte. C'était un marché pas cher, mais où toute la valeur était dans les entreprises et n'était pas du tout redistribuée. Il n'y avait pas de politique actionnariale, beaucoup de passions croisées, et une économie qui était quand même en berne. Déflation, démographie catastrophique. Et le reste. Le reste, on est d'accord, ça c'est un des points d'attention à avoir. Et donc c'est un marché qui était un peu oublié, c'est pas cher, mais c'est normal, parce que c'est quand même un pays qui ne se relèvera jamais. Là, on a une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est une politique budgétaire de relance, qui était assez intelligemment menée. C'est une relance par les salaires, pour que l'inflation revienne. L'inflation est revenue, mais de manière contrôlée. Ils n'ont pas eu les pics d'inflation, c'était plutôt bien joué, oui. avec une stimulation de la demande interne et également une politique industrielle un peu renouvelée, donc d'innovation. On a vu le Japonais revenir sur un certain nombre de segments de la technologie qu'on avait un peu oublié. On pensait qu'il y avait que les Taïwanais ou les Chinois ou les Américains, mais non, les Japonais aussi sont là. Une banque du Japon qui a accompagné le mouvement, de manière pragmatique et graduelle, donc pour ne pas créer de... Et aussi des réformes structurelles de la gouvernance qui ont été imposées par la bourse de Tokyo pour justement forcer les entreprises à avoir une gouvernance, on va dire, plus favorable aux actionnaires, avec des choses très concrètes. Par exemple une entreprise qui cote sous sa valeur comptable doit mettre en œuvre des moyens pour rendre le cash aux actionnaires pour revenir à la valeur comptable. Donc, et ça, ils le suivent. Donc, il y a beaucoup de valeurs donc, c'est un exemple, il y en a d'autres. Il y a pas mal de sous-segments pour faire en sorte que, justement, le Japon rejoigne les pratiques courantes. On a des rachats d'actions maintenant au Japon, ça n'existait pas avant. Donc, il y a eu un retour de l'argent aux actionnaires. Alors, des actionnaires et une orthodoxie financière renouvelée. Au Japon, historiquement, les entreprises étaient souvent en actionnariat croisé. La rentabilité n'était pas forcément le premier objectif, c'était plutôt le pouvoir. La politique, les liens entre le politique et le business au Japon étaient parfois un peu... n'étaient pas forcément dans l'intérêt de l'actionnaire. Donc tout ça a été en partie, pas complètement, en partie réglé. Et donc on a une situation où le Japon était un pays, un astre mort, où les gens se sont dit, tiens, il se passe quelque chose. Enfin, on a des droits, enfin, il y a de la croissance, enfin, des bénéfices qui vont monter et à distribuer. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Un peu. Alors, par ailleurs, il y a un effet technique qui est un certain nombre d'investisseurs, notamment américains, anglais ou européens, qui ont décidé, pour différentes raisons, de désinvestir de la Chine, mais ils disaient aussi, je ne veux quand même pas quitter l'Asie. Et donc, le combo magique, ça a été Inde plus Japon égale Asie. Bon, c'est un résumé un peu court. Oui, mais qu'on a vu à l'œuvre.
D'ailleurs, le marché indien était l'autre marché qui a progressé le plus l'année dernière. Et c'est pas fortuit. Non. Donc on a une redirection des flux. Exactement. Les flux, donc offre-demande. Un arbitrage contre la Chine. Exactement. Et en faveur de l'Inde et du Japon. Donc c'est devenu le trade à la mode. Et encore une fois, pour des bonnes raisons. La question c'est, est-ce que... Où cela va s'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le train? Je vous pose la question, parce que, en effet, bon, là, l'histoire, elle semble bien jouée d'ores et déjà. 40% de hausse pour un indice qu'on n'imaginait pas revenir à si bonne fortune. Assez plus haut historique. En fait. Exactement. Donc, vous l'avez évoqué, on a tout de même des problèmes structurels qui demeurent, à commencer par la démographie. Alors voilà, il y a plusieurs problèmes structurels. Le premier, c'est la démographie. Alors, le Japon a récemment, pour la première fois, un peu ouvert les vannes de l'immigration, ce qui là-bas est un tabou complet. Je crois qu'il y a 2 millions de travailleurs immigrés au Japon, venant de quasiment zéro, et dans l'hôtellerie, la restauration, on commence à avoir des immigrés asiatiques. Donc, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est ils pensent que l'intelligence artificielle va aider à traiter ce problème. Mais néanmoins, la démographie est un sujet. La charge de la population à la retraite est un sujet aussi. Il y a beaucoup de retraités pauvres au Japon, en fait. L'État est surendetté, ça on le sait. C'est le recordman du monde de la dette publique. Alors, qui est détenu par le japonais, donc c'est une forme de circuit circulaire. Mais néanmoins, cette dette est une réalité. Bon, les taux étaient à zéro, donc c'était pas trop un problème, mais là, les taux commencent à monter. L'État a un déficit budgétaire qu'il n'arrive pas à combler, parce que les plans de relance, ça coûte de l'argent. Et finalement, la croissance, elle est là, mais on parle que de 1,5% de croissance. Donc c'est quand même pas faramineux. Donc on voit que c'est quand même assez fragile. Et une des stratégies suivies, ça va être aussi de ne pas combattre le yen faible. Parce que alors est-ce que c'est pas ça en effet le truc? Parce que quand je vous écoute là, je me dis la hausse elle est faite. En tout cas les moteurs de la hausse ont bien fonctionné. Sur les grands noms, sur les grands noms, c'est sûr. Les problèmes structurels que vous listez constituent tout de même une sorte d'avertissement à un investissement, disons, très intense sur la zone. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la devise. En fait, il faut jouer. En fait, si on doit jouer le Japon, il faut savoir pourquoi on le joue. Absolument. On ne peut plus le jouer pour les facteurs qui ont milité pour sa hausse précédemment. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la devise, c'est ça? Alors, il reste la devise et le choix des entreprises. Fondamentalement, quand on fait tourner des modèles d'évaluation de devises, et c'est un marché qui n'est pas simple, on a différentes manières d'évaluer En général, ça donne des résultats assez disparates. Pour le Japon, ça converge. Tous les modèles convergent vers une sous-évaluation du yen de 20, voire 30%, ce qui est colossal. Je ne dis pas que demain, le yen ira à 120 par rapport au dollar, mais néanmoins, à 150 par rapport au dollar, le yen est clairement sous-évalué. Donc on pense que le yen va s'apprécier pour différentes raisons. Ce qui sera négatif pour les grandes valeurs exportatrices, qui est le gros du Nikkei. Donc aujourd'hui, acheter des grandes valeurs exportatrices c'est dangereux. Qui ont beaucoup monté, c'est un peu dangereux. En revanche, il y a tout le segment en dessous du marché, qui est ce qu'on appelle le TOPIX. Donc c'est les PME japonaises. Les valeurs domestiques. Avec une activité domestique. Exactement. C'est des milliers de valeurs. Le TOPIX, c'est un indice extrêmement large, très diversifié. Et là, vous êtes exposé au cycle japonais. C'est beaucoup moins cher en price earning. Et si le yen s'apprécie, elles ne souffriront pas, ou très peu. Enfin, moins, en tout cas, que les exportateurs. Et donc là, si vous êtes un étranger, achetez ces actions-là en yen et gardez le yen. Ne pas vendre le yen. Ne pas couvrir le yen.
vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30% d'appréciation sur le yen et ce caractère défensif des valeurs domestiques, où là, on pense qu'il y a encore quand même 10-20% à gratter. Donc, dans un scénario magique, les 40% l'année dernière peuvent très bien se réaliser de nouveau, mais uniquement si vous restez en yen et que vous changez à la fin quand vous vendez, et sur des valeurs plutôt du milieu de tableau. Donc c'est une stratégie d'investissement en fait que vous nous proposez Ouais. là, Vincent. Donc si je résume bien, en gros, les moteurs de la hausse récente arrivent un peu à la fin de, Ouais. de leur histoire. Ils calent quand même un petit peu, puisque les réformes ont joué à plein. Le retour aux actionnaires, ça c'est de l'histoire qui a déjà été jouée. Et puis le fait que les flux se sont portés vers la Chine et le Japon, vers la Chine et l'Inde, vous faites bien de me reprendre, vers la Chine. Non, vers le Japon et l'Inde voilà. au détriment de la Chine. Exactement. Voilà, j'y arrive. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est joué. Donc, on ne va pas compter dessus. Ce que vous dites aussi, c'est que il y a des facteurs structurels qui peuvent peser en effet sur les perspectives du Japon. La démographie, ça, c'est un thème qui est rebattu. L'endettement qui est pharaonique, vous avez employé le terme. Et puis, le budget aussi, les déséquilibres budgétaires. Hein. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qui reste à jouer? C'est l'appréciation du yen. Du coup, ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas aller sur le Nikkei. Donc, si vous avez un ETF Nikkei, faites attention parce que l'appréciation du yen va pénaliser les valeurs exportatrices qu'on retrouve beaucoup au sein du Nikkei. Il faut jouer le Topix. Donc, essayez de trouver un support d'investissement qui permette de s'exposer au Topix. Pourquoi? Parce que là, on peut bénéficier de la hausse du yen, puisque les valeurs, ce ne sont pas des valeurs tournées vers l'export, mais ce sont des valeurs avec une activité domestique principalement, et vous dites qu'en plus, a priori, elles sont encore un peu sous-évaluées, donc il y a un potentiel de réappréciation de ces valeurs au regard de leurs fondamentaux et de ce qu'elles génèrent finalement comme résultat. Et puis, si d'aventure votre scénario d'appréciation du yen se confirme et vous dites qu'il y a un potentiel de 20 à 30%, on va se retrouver gagnant avec cette appréciation de la devise. Bon, c'est une bonne idée d'investissement. En tout cas, c'est à regarder, à étudier. Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt.